Chapitre 9. Les tours de Korofiev. Nikanor Ivanovitch Bossoï, président du syndicat des locataires de l'immeuble du 302 bis rue Sadovaya à Moscou, où avait résidé le défunt Berlioz, se trouvait plongé dans les affres les plus terribles depuis la nuit précédente, celle de mercredi à jeudi. À minuit, comme nous le savons, une commission à laquelle participait Bitov s'était présentée dans l'immeuble, avait convoqué Nikanor Ivanovitch et lui avait appris la mort tragique de Berlioz, ensuite de quoi, en sa compagnie, elle s'était rendue dans l'appartement numéro 50. Là, il fut procédé à une mise sous scellé des manuscrits et des biens du défunt. Mais ni Gourounia, la femme de ménage, ni le frivole Stepan Bogdanovitch ne se trouvaient alors dans l'appartement. La commission déclara à Nikanor Ivanovitch que les manuscrits du défunt seraient saisis pour examen, que sa surface d'habitation, c'est-à-dire 3 pièces, l'ancien bureau, le salon et la salle à manger de la joaillère, passait sous le contrôle du syndicat des locataires et que les biens devraient être conservés sur place jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par d'éventuels héritiers. La nouvelle de la mort de Berlioz se répandit dans tout l'immeuble à une espèce de vitesse surnaturelle et à partir de 7 heures du matin le jeudi, Bossoï commença de recevoir des appels téléphoniques, puis des visites de candidats venus en personne déposer des déclarations justifiant leur prétention à occuper la surface d'habitation du défunt. En l'espace de 2 heures, Nikanor Ivanovitch reçut 32 de ces demandes. On y lisait des suppliques, des menaces, des ragots, des dénonciations, des promesses de prendre les travaux à son compte, des professions de foi touchant au caractère insupportable de la promiscuité ou à l'impossibilité de partager un appartement avec des bandits. Au milieu de tout ça, on trouvait le récit d'une puissance artistique saisissante, d'un rapt de Pelménis, caché dans la poche même d'un veston de l'appartement numéro 31, 2 promesses de suicide et un aveu de grossesse caché. On appelait Nikanor Ivanovitch dans l'entrée de son appartement, on le tirait par la manche, on lui chuchotait à l'oreille, on lui faisait des clins d'œil et on lui promettait de ne pas être ingrat. Cette torture se prolongea jusqu'à midi passé, heure à laquelle Nikanor Ivanovitch s'enfuit tout bonnement de chez lui pour se réfugier dans son bureau de direction près de la porte d'entrée de l'immeuble. Mais quand il vit que, même là, il y avait des gens qu'il guettait, il s'enfuit de là aussi. Parvenant, Dieu sait comment, à se débarrasser de ceux qu'il suivait à la trace dans la cour asphaltée, Nikanor Ivanovitch se cacha dans la cage d'escalier numéro 6 et grimpa jusqu'au 4e, où se trouvait ce satané appartement numéro 50. Le temps de reprendre son souffle sur le palier, le ventripotent Nikanor Ivanovitch sonna, mais personne ne lui ouvrit. Il sonna une nouvelle fois et commença à grogner, puis, dans sa barbe, à jurer, mais même là, personne n'ouvrit. La patience de Nikanor Ivanovitch eut au fait de s'épuiser et, sortant de sa poche un trousseau de double des clés appartenant à la direction du syndicat des locataires, il ouvrit la porte d'une main impérieuse et il entra. « Hé, la femme de ménage !» cria Nikanor Ivanovitch dans le vestibule sombre. « Comment tu t'appelles ? Gourounia, c'est ça ? T'es pas là ?» Personne ne répondit. Alors Nikanor Ivanovitch sortit de sa serviette un mètre pliant, puis il ôta les scellés placés sur la porte du bureau et fit un pas à l'intérieur. Le pas, il le fit, mais il s'arrêta, stupéfait, à l'entrée, et même il tressaillit. À la table de travail du défunt se tenait un citoyen inconnu, maigre et long, en veston à carreaux, casquette de jockey et pince-nez, enfin bref, qui vous savez. « Mais qui êtes-vous, citoyen ?» demanda un Nikanor Ivanovitch pris de panique. « Bah, Nikanor Ivanovitch !» hurla d'une voix de ténor tintinabulante le citoyen inattendu, après quoi il bondit et salua le président d'une poignée de main aussi soudaine que forcée. Cette salutation fut loin de réjouir Nikanor Ivanovitch. « Je m'excuse, dit-il méfiant. Mais qui êtes-vous ? Vous êtes une personne officielle ? » ?»« Ah, Nikanor Ivanovitch !» s'exclama l'inconnu d'un ton bonhomme. « Qu'est-ce que c'est, une personne officielle ou officieuse ? Tout ça dépend du point de vue, tout ça.
Nicanor Ivanovitch, c'est flottant, c'est affaire de convention. Aujourd'hui, je suis une personne officieuse et demain, vlan, j'en suis une officielle. Mais le contraire aussi, ça arrive, oui, ça arrive. Cette réflexion fut loin de satisfaire le président du syndicat. Méfiant de nature, il conclut que le citoyen qu'il voyait dégoiser ainsi était précisément une personne officieuse et, pour tout dire même, oiseuse. « Mais vous êtes qui ? Quel est votre nom de famille ?» demanda le président d'une voix de plus en plus sévère, et il entreprit même de s'avancer en direction de l'inconnu. « Mon nom de famille ?» répliqua le citoyen nullement troublé par cette sévérité. « Disons Korofiev, mais vous ne voudriez pas casser une petite croûte, Nicanor Ivanovitch, à la bonne franquette, hein ?»« Je m'excuse, dit Nicanor Ivanovitch, cette fois réellement indigné. « Comment ça, une petite croûte ?» Il faut avouer, même s'il nous en coûte, que Nicanor Ivanovitch était de nature un homme assez grossier. « Il est interdit de rester dans les pièces du défunt. Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Mais prenez donc un siège, Nicanor Ivanovitch !» braillait le citoyen sans se démonter le moins du monde, et il se mit à s'agiter autour du président en lui présentant un fauteuil. Fou furieux, Nicanor Ivanovitch repoussa le fauteuil et hurla « Mais vous êtes qui ?»« Mais je travaille, n'est-ce pas ? Comme interprète personnel d'un étranger dont la résidence est cet appartement, se présenta celui qui s'était baptisé Korofiev, et il fit claquer les talons de ses souliers roussâtres et crasseux. Nicanor Ivanovitch en resta bouche bée. La présence d'un étranger, et qui plus est avec son interprète, dans cet appartement était pour lui une surprise totale, et il exigea des explications. L'interprète s'expliqua volontiers. Un artiste étranger, M. Voland, avait été aimablement invité par le directeur du théâtre des variétés, Stepan Bogdanovitch Vitemalov, à résider chez lui, ce qu'il avait fait savoir la veille, par voie écrite, à Nicanor Ivanovitch, en lui demandant d'inscrire l'étranger à titre temporaire, pendant que Vitemalov lui-même faisait un voyage à Yalta. « Il ne m'a rien écrit du tout, » dit le président interloqué. « Non ? Fouillez mieux dans votre serviette, Nicanor Ivanovitch, suggéra Korofiev d'une voix onctueuse. Nicanor Ivanovitch, haussant les épaules, ouvrit sa serviette et y découvrit la lettre de Vitemalov. « Comment j'ai fait pour oublier ça ?» marmonna Nicanor Ivanovitch, fixant l'enveloppe décachetée d'un œil stupide. « Mais si on n'oubliait que ça, Nicanor Ivanovitch !» reprit Korofiev de sa voix de crécelle. « La distraction et le surmenage, et puis l'hypertension, mon cher ami Nicanor Ivanovitch. Moi aussi, c'est terrible, ce que je suis distrait. Un jour, devant un petit verre, je vous raconterai quelques anecdotes de ma biographie, vous en pisserez de rire. » « Quand est-ce que Vitemalov part à Yalta ?»« Il est déjà parti, cria l'interprète. « Il a déjà mis les bouts, vous savez. Le diable sait où il est. » Et là, l'interprète se mit à agiter les bras comme les ailes d'un moulin. Nicanor Ivanovitch déclara qu'il lui était indispensable de voir cet étranger en personne, mais il se heurta à un refus de l'interprète. Il était occupé. Il dressait le chat. « Le chat, si vous voulez, je peux le montrer, » proposa Korofiev. À cela, c'est Nicanor Ivanovitch qui opposa son refus. Mais c'est alors que l'interprète fit au président une proposition aussi inattendue qu'intéressante. Étant donné que M. Voland refusait absolument de vivre à l'hôtel et qu'il était accoutumé à vivre sur un grand pied, eh bien, le syndicat des locataires ne pourrait-il pas louer pour une petite semaine, le temps que durerait la tournée de Voland à Moscou, l'appartement tout entier, c'est-à-dire aussi les pièces du défunt ? Parce que le défunt, ça lui est égal, susurrait Korofiev en chuchotant. Lui, maintenant, vous m'accorderez ça, Nicanor Ivanovitch, l'appartement, il s'en fiche, non ? Nicanor Ivanovitch répliqua, non sans une certaine stupeur, que, n'est-ce pas, les étrangers étaient censés habiter aux métropoles, et pas du tout dans des appartements privés. « Je vous le dis, il a ses lubies, c'est le diable sait quoi !» chuchota Korofiev. « Non, il ne veut pas, il n'aime pas les hôtels. J'en ai jusque-là, moi, de ces touristes !» se plaignit Korofiev, en confidence, la paume au niveau de son cou noueux. «
Vous pouvez me croire, ils m'ont laminé. Monsieur se présente et que je vous espionne comme le dernier des salopards, ou bien il vous met au supplice avec toutes ces lubies. Ceci qui ne lui convient pas, et ça pareil. N'empêche, pour votre syndicat, Nicanor Ivanovitch, c'est tout bénéfice et un profit patent. Et lui, question argent, il ne regarde pas à la dépense. Korofiev jeta un coup d'œil à la ronde, puis chuchota à l'oreille du président. Il est millionnaire. La proposition de l'interprète avait un sens pratique évident. Sa proposition semblait des plus sérieuses, mais il y avait quelque chose d'étonnamment peu sérieux dans sa façon de parler, dans sa façon de se vêtir, en plus de ce pince-nez répugnant qui ne servait à rien. C'est pourquoi l'âme du président se sentait rongée par quelque chose de pas net, mais il décida quand même d'accepter la proposition. Le fait est que le syndicat souffrait hélas d'un déficit notable. Pour l'automne, il allait falloir acheter le mazout pour la chaufferie. Mais avec quel sou? Allez savoir. Or, grâce à l'argent du touriste, il serait sans doute possible de s'en tirer. Mais Nicanor Ivanovitch, prudent et doté de sens pratique, déclara qu'il lui faudrait d'abord régler cette question avec le bureau du tourisme. « Je comprends !» s'écria Korofiev. « Bien sûr qu'il faut la régler, absolument. Voilà le téléphone, Nicanor Ivanovitch. Réglez tout ça tout de suite. Quant à l'argent, ne vous en faites pas, ajouta-t-il en chuchotant pendant qu'il entraînait le président vers le téléphone dans l'entrée. S'il y a quelqu'un qui peut payer, c'est lui. Si vous voyez cette villa qu'il possède à Nice, l'été prochain, quand vous irez à l'étranger, faites un tour. Vous n'en reviendrez pas. Au bureau des touristes, l'affaire se régla au téléphone à une vitesse prodigieuse qui stupéfia le président. Il apparut qu'on était déjà au courant de l'intention de M. Voland de vivre dans l'appartement privé de Vitemalov et qu'on n'y voyait strictement rien à y redire. « Eh bien, merveilleux !» braillait Korofiev. Un peu étourdi par son caquetage, le président déclara que le syndicat acceptait de louer l'appartement numéro 50 à Voland au prix de... Nicanor Ivanovitch hésita un peu et dit « 500 roubles par jour ». Ici, Korofiev sidéra définitivement le président. Avec un clin d'œil complice du côté de la chambre à coucher d'où parvenait le bruit des sauts moelleux d'un gros chat, il susurra « Pour une semaine, donc, ça fera 3500 ». Nicanor Ivanovitch pensa qu'il ajouterait « Vous ne vous mouchez pas du pied gauche, Nicanor Ivanovitch ». Mais Korofiev dit tout autre chose. « Mais est-ce que c'est une somme ? Demandez 5000, il paiera ». Avec un sourire un peu égaré, Nicanor Ivanovitch, sans remarquer comment, se retrouva devant le bureau du défunt, bureau sur lequel Korofiev, avec une rapidité et une dextérité extrême, rédigea un contrat en double exemplaire. Sur ce, il vola vers la chambre à coucher et en revint, et les 2 exemplaires apparurent déjà signés par les amples jambages de l'étranger. Le président signa le contrat à son tour. Ici, Korofiev demanda un petit reçu pour 5 en toutes lettres, Nicanor Ivanovitch, 1000 roubles. Et avec des mots qui semblaient ne pas convenir du tout à une affaire aussi sérieuse, 1, 2, 3. Il allongea devant le président 5 liasses de billets de banque tout neufs. On procéda au décompte, accompagné de plaisanteries et de dictons de Korofiev du genre « Les bons comptes font les bons amis »,« Ouvre l'œil et le bon », et autres formules du même genre. Après avoir recompté l'argent, le président reçut de Korofiev le passeport de l'étranger pour enregistrement temporaire, le rangea, de même que le contrat et l'argent, dans sa serviette, et incapable, allez savoir pourquoi, de se retenir, il demanda timidement une invitation. « Oh, mais ça va de soi !» brailla Korofiev. « Vous voulez combien de places, Nicanor Ivanovitch ? 12, 15 ?» Le président, abasourdi, expliqua que, d'invitation, il ne lui en fallait que 2, une pour lui et une pour Pelegeia Antonovna, son épouse. Korofiev sortit sur-le-champ son bloc-notes et inscrivit gaillardement, à l'ordre de Nicanor Ivanovitch, une invitation pour 2 personnes au premier rang. Et cette invitation, l'interprète la lui remit très habilement de la main gauche, tandis que de la main droite, il glissait dans la main libre du président une grosse liasse bien craquante. Nicanor Ivanovitch lança un regard vers cette liasse, rougit jusqu'aux oreilles et entreprit de la repousser. « Ça ne se fait pas !»
marmonna-t-il. « Je ne veux rien entendre, chuchota Korofiev, à l'oreille même de Nikanor Ivanovitch. Chez nous, ça ne se fait pas, mais chez les étrangers, ça se fait. Vous l'offenseriez, Nikanor Ivanovitch, et ça, ce serait embarrassant. Vous vous êtes donné du mal. Mais c'est puni sévèrement, dit le président le plus bas possible, et il regarda derrière lui. Les témoins, où sont-ils? Chuchota Korofiev dans l'autre oreille. Je vous le demande, où sont-ils? Voyons. Et là il se produisit, comme devait l'affirmer le président par la suite, un miracle. La liasse se glissa d'elle-même dans la serviette, et ensuite le président, comme en état de faiblesse, et même totalement sans force, se retrouva sur le palier. Un tourbillon de pensées tempêtait dans son crâne. On y retrouvait, dans le même tournoiement, la villa de Nice, le chat dressé et l'idée que, de fait, il n'y avait eu aucun témoin et que Pélégueïa Antonovna serait contente de ses invitations. C'étaient des pensées décousues, mais dans l'ensemble, elles étaient agréables. Et néanmoins, il y avait comme une espèce de petite aiguille au fond de l'âme du président qui le picotait de temps en temps. C'était l'aiguille de l'inquiétude. En outre, là, déjà sur le palier, le président, comme par un coup sur le crâne, fut saisi par une autre pensée. Mais comment l'interprète s'était-il retrouvé dans le bureau alors que les scellés étaient posés? Et comment lui, Nikanor Ivanovitch, avait-il pu ne pas le lui demander? Pendant un certain temps, le président posa une espèce de regard bovin sur les marches de l'escalier, et puis il décida de laisser tomber et de ne pas se casser la tête avec des questions compliquées. Nikanor Ivanovitch n'avait pas quitté l'appartement qu'une voix de basse s'éleva de la chambre à coucher. « Il ne m'a pas plu, ce Nikanor Ivanovitch. C'est un escroc et un voleur. Ne pourrait-on pas faire en sorte qu'il ne revienne plus ?»« Mais sire, il vous suffit d'ordonner, » répondit Donsetou Korofiev, mais plus du tout de sa voix de crécelle, non, d'une voix très pure et sonore. Et tout de suite, le maudit interprète se retrouva dans le vestibule, composa un numéro sur le cadran et allait savoir pourquoi. C'est d'une voix très pleurnicharde qu'il se mit à parler dans le combiné. « Allô ? J'estime de mon devoir de faire savoir que le président de notre syndicat de locataires du numéro 302 bis rue Sadovaya, Nikanor Ivanovitch Bossoy, spécule sur les devises. Au moment où je parle, dans son appartement numéro 35 au fond du conduit d'aération de ses toilettes, il détient, enveloppé dans du papier journal, la somme de $400. Je suis Timofei Kvatsov, locataire dudit immeuble, appartement numéro 31. Puis je vous supplie de garder mon nom secret. Je crains les représailles de la part du président susmentionné. » Sur quoi il raccrocha le salopard. On ne sait ce qui se passa ensuite dans l'appartement numéro 50. Mais on sait ce qui se passa chez Nikanor Ivanovitch. Il s'enferma au crochet dans ses toilettes, sortit de la serviette la liasse qu'avait ficelée l'interprète, et put constater qu'elle contenait 400 roubles. Cette liasse, Nikanor Ivanovitch l'enveloppa dans une feuille de papier journal et l'enfonça dans le conduit d'aération. 5 minutes plus tard, le président était installé à table dans sa petite salle à manger. Son épouse lui avait apporté de la cuisine de fines tranches de filets de hareng généreusement garnis de verres d'oignon. Nikanor Ivanovitch se serva un bon petit verre de vodka, le but, s'en remplit un deuxième, le but, saisit d'un seul coup de fourchette 3 morceaux de hareng, et c'est à ce moment qu'on sonna. Or, Pélagueïa Antonovna venait d'apporter une casserole fumante à laquelle il suffisait de lancer un coup d'œil pour deviner qu'elle contenait dans l'épaisseur d'un bortsch brûlant comme les flammes ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, un os Samuel. Ravalant sa salive, Nikanor Ivanovitch se mit à gronder comme un chien. « Mais que le diable les emporte! Ils ne me laisseront même pas manger! Ne fais entrer personne, je ne suis pas là, je ne suis pas là! Pour l'appartement, dis qu'ils arrêtent de s'agiter! Il y aura une réunion dans 1 semaine! » L'épouse se rua dans le vestibule, tandis que Nikanor Ivanovitch, d'un coup de louche, pêchait au fond de son lac de flammes l'os fendu sur toute sa longueur. À cet instant, 2 citoyens entrèrent dans la salle à manger, suivis d'une Pélagueïa Antonovna bizarrement blême.
Levant les yeux vers les citoyens, Nicanor Ivanovitch blêmit aussitôt et se leva. « Les toilettes ?» demanda le premier, qui portait une chemise paysanne blanche d'un ton soucieux. Quelque chose heurta la table du repas. C'était la cuillère que Nicanor Ivanovitch venait de laisser tomber sur la toile cirée. « Par ici, » répondit très vite Pélagueïa Antonovna, et les visiteurs disparurent aussitôt dans le couloir. « Mais de quoi s'agit-il » demanda doucement Nicanor Ivanovitch, suivant les visiteurs. « Il n'y a rien de spécial dans notre appartement. Enfin, vous avez des papiers ? Je m'excuse. » Le premier, tout en marchant, montra un papier à Nicanor Ivanovitch. Le deuxième était déjà monté sur un tabouret dans les toilettes, la main enfoncée dans le conduit d'aération. Un voile tomba sur les yeux de Nicanor Ivanovitch. Le papier journal fut ouvert, mais ce qu'il y avait dans la liasse, ce n'était plus des roubles, c'étaient des billets inconnus, un peu bleu-vert, qui figuraient un vieux bonhomme. Du reste, tout cela, Nicanor Ivanovitch ne le vit que très vaguement parce qu'il avait des taches devant les yeux. « Des dollars dans le conduit, » dit le premier d'un air pensif, et il demanda à Nicanor Ivanovitch d'une voix suave et courtoise, « C'est à vous, ce petit paquet ?»« Non, » répondit Nicanor Ivanovitch d'une voix terrible, « c'est des ennemis qui me l'auront refilé. »« Voilà des choses qui arrivent, » concéda le premier, et avec la même douceur il ajouta, « Bon, maintenant il va falloir rendre les autres. »« Mais j'en ai pas. J'en ai pas, je vous le jure, sur la tête du bon Dieu. Je les ai jamais eus dans les mains, » cria le président désespéré. Il se rua vers la commode, ouvrit un tiroir à grand bruit, en sortit sa serviette avec des cris incohérents. « Voilà le contrat. L'interprète qui m'a refilé ça. Korofiev, en pince-nez. » Il ouvrit la serviette, regarda à l'intérieur, farfouilla. Son visage bleuit, et la serviette tomba dans le bortsch. Dans la serviette, il n'y avait rien. Ni la lettre de Stiopa, ni le contrat, ni le passeport de l'étranger, ni l'argent, ni les invitations, bref, rien sauf le maître pliant. « Camarades !» hurla le président frénétique. « Arrêtez-les, c'est le diable qui est dans notre immeuble !» Et là, personne ne sait ce qui se passa par la tête de Pélagueïa Antonovna, mais le fait est que, levant les bras au ciel, elle s'écria « Repens-toi, Ivanitch, ils te feront une remise !» Les yeux injectés de sang, Nicanor Ivanovitch se jeta vers elle, les poings en avant, et il râla « Oh, la maudite idiote !» Mais là, il se sentit tout faible et s'affaissa sur une chaise, visiblement prêt à se soumettre à l'inévitable. Pendant ce temps, Timofeï Kondratievitch Kvatsov, sur le palier de l'escalier, collait soit une oreille, soit un œil au trou de la serrure de la porte de l'appartement du président, et mourait de curiosité. 5 minutes plus tard, les habitants de l'immeuble qui se trouvait dans la cour virent le président accompagné de 2 personnes se diriger tout droit vers le porche. On disait que Nicanor Ivanovitch était décomposé, qu'il chancelait en passant comme un homme ivre et bredouillait Dieu sait quoi. Et puis, 1 heure après, un citoyen inconnu se présenta à l'appartement numéro 11 au moment précis où, ivre de joie, Timofeï Kondratievitch racontait aux autres locataires comment le président s'était fait coffrer. Il fit un signe du doigt à Timofeï Kondratievitch, l'invitant à sortir de la cuisine dans le vestibule, lui dit quelque chose et disparut avec lui.